Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher votre attention et à vous laisser porter par cette histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer les contes de Charles Perrault tels qu'ils étaient à l'origine, des récits sombres, symboliques et profondément ancrés dans les peurs, les désirs et la violence de leur époque. Nous parlerons de pouvoir, de peur, de morale, de survie sociale et de manipulation. Si ce voyage vous intrigue, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Prenez une inspiration et entrons ensemble dans l'envers des contes. Charles Perrault et l'illusion des contes pour enfants. Lorsque l'on prononce aujourd'hui le nom de Charles Perrault, une image presque automatique surgit dans l'esprit collectif, celle d'un auteur bienveillant, père fondateur des contes pour enfants, compagnon imaginaire des bibliothèques scolaires et des chambres d'enfants. Ces récits semblent appartenir à un univers rassurant, peuplé de fées secourables, de princesses endormies et de fins heureuses. Pourtant, cette image est une construction tardive, presque une illusion soigneusement façonnée par les siècles suivants. En réalité, les contes de Perrault n'étaient ni innocents, ni naïfs, ni destinés aux enfants tels que nous les concevons aujourd'hui. Pour comprendre cela, il faut d'abord se défaire d'une idée moderne. Au siècle de Perrault, l'enfance n'était pas un territoire protégé. Les enfants partageaient très tôt le monde des adultes, ses peurs, ses violences et ses interdits. Les récits circulaient dans les foyers, les tavernes, les campagnes et les salons sans distinction d'âge. Les contes n'étaient pas conçus pour distraire ou apaiser, mais pour transmettre des règles implicites. Comment survivre? À qui faire confiance? Quels désirs réprimer? Quelles transgressions éviter? Ils fonctionnaient comme des avertissements codés, parfois cruels, toujours chargés de sens. Perrault n'a pas inventé ces histoires à partir de rien, il les a recueillies, retravaillées, stylisées. Derrière l'élégance de son écriture se cache un matériau brut, hérité de traditions orales anciennes, souvent marquées par la peur de la faim, de la sexualité, de la mort et de la domination sociale. Ce que Perrault fait, ce n'est pas d'adoucir fondamentalement ces récits, mais de les rendre acceptables pour un public cultivé, mondain, aristocratique. Il conserve leur noyau sombre tout en lui donnant une forme raffinée. L'illusion du conte pour enfants naît précisément de ce décalage. Le style est clair, la structure est simple, le merveilleux est omniprésent, mais le contenu, lui, reste profondément adulte. Derrière le loup, il y a le prédateur humain, derrière la fée, il y a la sanction sociale, derrière le mariage, il y a souvent une menace. Les personnages ne sont pas des figures réconfortantes, ce sont des archétypes, porteurs de dangers, de désirs interdits et de rapports de pouvoir brutaux. Ce premier fil rouge traverse l'ensemble du récit que nous allons explorer. Les contes de Perrault parlent moins d'enfants que de la peur qu'ont les adultes de perdre le contrôle. Contrôle du corps, du langage, du statut social, de la sexualité, de la désobéissance. Chaque histoire fonctionne comme un miroir tendu à une société hiérarchisée, violente et profondément inégalitaire. Les fins heureuses elles-mêmes sont ambiguës. Elles récompensent rarement la bonté pure, mais plutôt l'obéissance, la ruse ou l'adaptation à un ordre injuste. Il est également essentiel de comprendre que Perrault écrit à un moment charnière. Le monde qu'il décrit oscille entre tradition médiévale et modernité monarchique. Les contes deviennent alors un espace de tension. Ils conservent la brutalité des récits anciens tout en intégrant une morale plus codifiée, parfois contradictoire. Ce n'est pas un hasard si les leçons finales semblent souvent décalées, presque ironiques. Elles ne sont pas là pour consoler, mais pour rappeler une réalité sociale implacable. Ainsi, dès ce premier regard, une certitude s'impose. Lire Perrault comme un auteur pour enfants revient à passer à côté de l'essentiel. Ces contes sont des récits de mise en garde. Ils parlent de ce qui arrive lorsque l'on écoute mal, lorsque l'on fait confiance trop vite, lorsque l'on transgresse les règles non écrites. Ils racontent un monde où la naïveté n'est pas une qualité, mais une danger mortel. Ce bloc donne donc la base de tout ce qui va suivre. Nous ne sommes pas dans un univers de douceur et de magie, mais dans un théâtre symbolique où chaque personnage incarne une peur collective.
À mesure que nous avancerons, ces figures prendront une épaisseur nouvelle. Elles révéleront leurs motivations, leurs angoisses, leurs stratégies de survie. Et peu à peu, l'illusion se dissipera. Ces contes n'ont jamais été conçus pour endormir les enfants, mais pour réveiller les adultes. La France de Louis XIV, un monde violent derrière les salons. Pour comprendre la véritable nature des contes de Charles Perrault, il est indispensable de regarder le monde dans lequel ils prennent forme. Derrière l'image figée d'une France élégante, ordonnée et brillante, se cache une société profondément violente, marquée par la peur permanente de la chute sociale, de la faim et de la disgrâce. Le règne de Louis XIV n'est pas seulement celui du faste et des dorures, mais aussi celui d'un contrôle rigide des corps, des paroles et des destins. La cour, souvent idéalisée, fonctionne comme un théâtre cruel. Chaque geste y est observé, chaque mot peut devenir une arme. L'erreur ne se paie pas par une simple humiliation symbolique, mais par l'exclusion, la ruine, parfois la mort sociale. Cette tension permanente nourrit une culture de la dissimulation, de la ruse et de la méfiance. Dans ce contexte, les contes ne sont pas des divertissements innocents, mais des récits codés, capables de dire l'indicible sans le nommer directement. La majorité de la population vit loin des salons, dans des conditions encore plus dures. La faim est une réalité cyclique, la maladie omniprésente, la violence domestique banale. Les enfants travaillent tôt, les femmes dépendent presque entièrement de leur statut marital, et la survie quotidienne exige une obéissance stricte aux normes sociales. Les contes circulent dans ce monde comme des outils de transmission. Ils enseignent où se trouvent les dangers, quelles limites ne doivent pas être franchies, et surtout qui détient le pouvoir. Lorsque Perrault introduit ces récits dans les cercles aristocratiques, il ne les vide pas de leur substance. Il les adapte à un public qui reconnaît parfaitement les codes. Le loup n'est pas un animal abstrait, il incarne le libertin, le prédateur social, celui qui abuse de son autorité. Le château n'est pas un refuge féerique, mais un espace clos où s'exerce une domination absolue. La forêt, quant à elle, représente l'extérieur du système, un lieu où les règles cessent de protéger. Ce monde est également traversé par une obsession morale. L'ordre social doit être maintenu, justifié, sacralisé. Les contes participent à cette logique en montrant ce qui arrive à ceux qui désobéissent. La punition n'est pas toujours immédiate, mais elle est inévitable. Dans cette perspective, la peur devient un outil pédagogique. Elle structure les récits, façonne les personnages et imprime les leçons dans la mémoire collective. Il serait faux de croire que les auditeurs de l'époque percevaient ces histoires comme naïves. Au contraire, ils en saisissaient les doubles sens, les allusions politiques, les avertissements sociaux. Les contes permettaient de parler de violences sexuelles, de mariages forcés, de trahison et de mort, sans affronter directement la censure ou le scandale. Ils offraient un espace de parole masqué, mais compris de tous. Ce bloc s'inscrit dans le fil rouge central. Les contes de Perrault sont indissociables d'un monde brutal, hiérarchisé et anxiogène. Ils ne cherchent pas à offrir une échappatoire, mais à refléter cette réalité sous une forme symbolique. Comprendre la France de ce temps, c'est comprendre pourquoi ces récits sont si durs, si ambigus, et parfois si cruels. À mesure que nous avancerons, ce décor historique ne disparaîtra pas. Il continuera d'agir en arrière-plan, influençant chaque personnage, chaque choix, chaque silence. Les contes ne flottent pas hors de temps, ils sont ancrés dans un monde où survivre signifie obéir, s'adapter ou disparaître. Traditions orales et peur collective, la vraie source des contes. Bien avant d'être couchés sur le papier par Charles Perrault, les récits que nous appelons aujourd'hui des contes existaient déjà depuis des générations. Ils circulaient oralement, portés par des voix anonymes, racontés au coin du feu, dans les champs, dans les cuisines et sur les routes. Leur fonction première n'était pas esthétique, ni littéraire, mais profondément sociale. Ces histoires servaient à dire ce qui ne pouvait être formulé autrement, les peurs collectives, les dangers invisibles, les règles implicites de la survie. La tradition orale est un monde sans censure douce. Elle ne cherche pas à protéger l'auditeur, mais à le préparer. Les récits évoluent, se transforment, se durcissent ou s'adoucissent selon les époques, mais ils conservent toujours un noyau stable, une peur fondamentale partagée par la communauté. La peur de la faim, de l'abandon, de la violence sexuelle, de la mort prématurée, de la trahison familiale. Les contes sont ainsi des archives émotionnelles, des mémoires collectives déguisées en fiction. Dans ce contexte, la répétition joue un rôle essentiel.
Une histoire racontée 1000 fois grave son message dans l'esprit de ceux qui l'entendent. Mais cette répétition n'est jamais neutre, elle sélectionne ce qui mérite d'être retenu. Si un motif survit à travers les siècles, c'est qu'il répond à une angoisse persistante. Le loup, la forêt, la maison interdite, la promesse trompeuse, la punition brutale ne sont pas des ornements narratifs, mais des symboles profondément enracinés. Lorsque Perrault recueille ses récits, il hérite de cette charge émotionnelle. Il ne crée pas la peur, il la canalise. Il transforme une matière brute en un texte structuré, mais il ne la vide pas de sa substance. C'est là que réside l'une des incompréhensions modernes, croire que l'écriture aurait civilisé ses contes. En réalité, elle les a rendus plus efficaces. La peur devient plus subtile, plus insinuante, mais aussi plus durable. Les traditions orales fonctionnaient également comme un langage codé. Dans des sociétés où beaucoup ne savaient ni lire ni écrire, l'histoire devenait un moyen de transmission privilégié. Elle permettait d'aborder des sujets tabous, sans les nommer directement. La sexualité, la violence conjugale, l'infanticide, la domination masculine, l'injustice sociale trouvaient leur place sous forme de métaphores. Tout le monde comprenait, mais personne n'était forcé d'admettre explicitement ce qui était dit. Il est crucial de souligner que ces récits n'étaient pas racontés avec la distance ironique que nous leur prêtons parfois aujourd'hui. Ils étaient pris au sérieux. Ils parlaient du réel, même lorsqu'ils mettaient en scène des éléments merveilleux. Le merveilleux n'était pas une échappatoire, mais une amplification du réel. Les fées et les monstres rendaient visibles des forces sociales invisibles, le pouvoir arbitraire, la chance injuste, la fatalité. Dans ce monde oral, l'individu n'est jamais totalement maître de son destin. Les personnages subissent souvent des événements qui les dépassent. Ils sont punis sans comprendre, récompensés sans l'avoir mérité, sauvés par hasard ou détruits par naïveté. Cette vision du monde reflète une réalité historique. La vie était largement soumise à des forces incontrôlables. Les contes apprennent donc moins à être justes qu'à être prudents. Perrault hérite aussi d'un ton particulier, celui de l'avertissement. Beaucoup de récits commencent presque innocemment, mais basculent rapidement dans la menace. Cette structure est typique de la tradition orale. Elle capte l'attention avant de frapper l'esprit. L'auditeur se laisse d'abord séduire, puis se trouve confronté à une leçon brutale. Cette mécanique psychologique est l'un des piliers du conte traditionnel. En intégrant ces récits dans un cadre écrit, Perrault leur donne une nouvelle portée. Ils quittent l'instant éphémère de la parole pour entrer dans la durée. Mais ils ne perdent pas leur fonction première, rappeler que le monde est dangereux, que les règles existent pour une raison et que l'innocence n'est jamais une protection suffisante. Ce bloc renforce le fil rouge central. Les contes ne sont pas des inventions isolées, mais le produit d'une mémoire collective façonnée par la peur. Chaque personnage que nous rencontrerons portera en lui une angoisse ancienne. Chaque situation racontera une expérience vécue, transmise, transformée. Comprendre la tradition orale, c'est comprendre pourquoi ces histoires frappent encore aujourd'hui malgré les siècles. À mesure que nous avancerons, nous verrons comment ces peurs collectives se cristallisent autour de figures précises, comment elles se transforment en leçons morales, parfois cruelles, parfois ambiguës. Les contes de Perrault ne sont qu'à des récits figés, ils sont le point de rencontre entre une voix ancienne et une société en quête d'ordre. Et c'est dans cette tension que réside toute leur puissance. La fonction morale cachée, éduquée par la peur et le choc. À mesure que les contes transmis oralement se transforment en récits écrits sous la plume de Charles Perrault, leur fonction profonde ne disparaît pas, elle se précise. Derrière l'apparente simplicité de ces histoires se cache une mécanique morale redoutablement efficace, fondée non pas sur la douceur ou l'encouragement, mais sur la peur, le choc et la conséquence irréversible. Les contes ne cherchent pas à rassurer, ils cherchent à marquer. Dans le monde de Perrault, l'éducation n'est pas pensée comme un accompagnement bienveillant, elle est une discipline. On n'apprend pas en expérimentant librement, mais en observant ce qui arrive à ceux qui transgressent. Le conte devient alors un espace de simulation morale. L'auditeur n'a pas besoin de vivre l'horreur, il lui suffit d'en entendre le récit pour en intégrer la leçon. La peur agit comme un raccourci cognitif, une empreinte émotionnelle durable.
Ce mécanisme repose sur une idée centrale. Le monde est dangereux par nature et l'individu doit apprendre à s'y mouvoir avec prudence. Les contes ne promettent pas la justice, encore moins l'égalité. Ils promettent seulement une chose: certaines erreurs se paient très cher. La morale n'est pas abstraite, elle est incarnée. Elle prend la forme d'un corps dévoré, d'une porte interdite ouverte, d'un secret trahi, d'une promesse rompue. Ce qui frappe dans les récits de Perrault, c'est l'absence fréquente de seconde chance. Les personnages fautifs ne sont pas corrigés, ils sont éliminés. Cette logique peut sembler brutale à un regard moderne, mais elle correspond à une réalité historique précise. Dans une société où les marges de survie sont faibles, l'erreur n'est pas un apprentissage, c'est une menace existentielle. Le conte reproduit cette dureté sans l'atténuer. La peur utilisée dans ces récits n'est jamais gratuite, elle est ciblée. Chaque conte vise une transgression particulière: écouter un inconnu, désobéir à une interdiction, céder à la curiosité, parler trop librement, refuser son rôle social. Le message est clair, même lorsqu'il n'est pas explicitement formulé. Le conte agit comme un code de conduite implicite, transmis sans discours moral direct, mais avec une efficacité redoutable. Le choc narratif joue ici un rôle fondamental. Il interrompt le confort de l'écoute. Il force l'auditeur à se confronter à une image violente, parfois dérangeante. Cette violence symbolique n'a pas pour but de choquer pour choquer, mais de graver la leçon dans la mémoire. Une fin brutale est plus mémorable qu'une conclusion nuancée. Elle laisse une trace, une inquiétude persistante, une vigilance accrue. Il est important de comprendre que cette morale n'est pas universelle, elle est profondément située socialement. Les contes de Perrault enseignent avant tout comment se comporter dans un monde hiérarchisé. Ils valorisent l'obéissance, la discrétion, l'adaptation. La bonté pure n'est presque jamais suffisante. Ce qui sauve les personnages, lorsqu'ils sont sauvés, c'est leur capacité à comprendre les règles implicites du jeu social. La peur devient ainsi un outil de normalisation. Elle canalise les désirs, limite les élans, rappelle à chacun sa place. Les figures d'autorité, qu'elles soient parentales, féeriques ou monstrueuses, incarnent cette pression constante. Même les êtres surnaturels ne sont pas fondamentalement bienveillants. Ils récompensent ou punissent selon des critères parfois arbitraires, renforçant l'idée que le monde n'est pas juste, mais qu'il faut composer avec lui. Cette fonction morale cachée explique pourquoi ces récits résistent au temps. Ils ne reposent pas sur des valeurs idéalisées, mais sur des émotions primaires: la peur, la honte, le désir de survie. Ces émotions traversent les siècles sans perdre leur force. Même lorsque le contexte historique disparaît, la structure émotionnelle demeure. C'est elle qui continue de parler aux lecteurs modernes, souvent sans qu'ils en aient conscience. Il faut également souligner que la morale des contes de Perrault est rarement explicite. Les fameuses moralités finales, lorsqu'elles existent, sont souvent ambiguës, ironiques, voire contradictoires avec le récit lui-même. Elles ne servent pas à expliquer, mais à détourner légèrement l'attention, à donner une apparence de clarté là où le message réel reste troublant. Le véritable enseignement se trouve dans le choc de l'histoire, pas dans sa conclusion verbale. Ce bloc s'inscrit pleinement dans le fil rouge de notre exploration. Les contes ne sont pas des histoires pour faire rêver, mais des récits pour apprendre à craindre. Ils façonnent une vision du monde où la sécurité dépend de la conformité, où la curiosité est dangereuse, où la parole peut être fatale. Cette pédagogie par la peur peut sembler étrange aujourd'hui, mais elle était parfaitement cohérente dans le contexte de son époque. À mesure que nous avancerons dans l'analyse des contes eux-mêmes, cette fonction morale deviendra de plus en plus visible. Chaque personnage incarnera une leçon spécifique, chaque drame révélera une règle tacite. Les contes de Perrault ne disent pas seulement ce qu'il faut faire ou éviter, ils montrent ce qui arrive lorsqu'on oublie, ne serait-ce qu'un instant, que le monde ne pardonne pas toujours. Le petit chaperon rouge, le conte de la prédation et du silence imposé. Parmi tous les récits associés à Charles Perrault, aucun n'a été aussi profondément transformé par la lecture moderne que Le Petit Chaperon rouge. Aujourd'hui,
Ce conte est souvent présenté comme une simple mise en garde contre le danger de parler à des inconnus. Cette interprétation rassurante masque pourtant une réalité bien plus sombre. À l'origine, il s'agit d'un récit de prédation, de domination et de silence imposé, où la victime n'est pas sauvée et où la faute ne vient pas d'une naïveté enfantine, mais d'un système social qui ne protège pas. Dans la version de Perrault, le récit est d'une brutalité déconcertante. Il n'y a pas de chasseur, pas de sauvetage, pas de retour à l'ordre. Le loup gagne. Cette absence de réparation est essentielle. Elle inscrit le conte dans une logique implacable. Certaines rencontres sont fatales, et une fois la frontière franchie, il n'y a pas de retour possible. Le conte ne console pas, il avertit. Le loup n'est pas un animal symbolique au sens abstrait. Il représente une figure humaine parfaitement identifiable pour les auditeurs de l'époque. L'homme prédateur, socialement intégré, capable de parler, de séduire et de tromper. Il n'attaque pas par la force brute, mais par la parole. Il pose des questions, feint l'intérêt, adopte un ton rassurant. La violence du conte commence précisément là, dans la conversation. Le petit chaperon rouge, de son côté, n'est pas présenté comme stupide ou malicieux. Elle est obéissante, elle suit les règles apparentes, elle accomplit sa mission. Sa vulnérabilité ne vient pas d'un défaut moral, mais de sa position. Elle est jeune, isolée, sans protection réelle. Le conte ne lui reproche pas son existence, mais il montre crûment ce que le monde fait à ceux qui n'ont pas de pouvoir. Dans la forêt, souvent perçue comme un décor féerique, joue ici un rôle central. Elle n'est pas un lieu d'aventure, mais un espace sans loi, un territoire où les règles sociales cessent de fonctionner. Sortir du chemin, ce n'est pas simplement désobéir, c'est quitter la zone de protection illusoire offerte par la communauté. Dans ce monde, personne ne viendra intervenir. La scène finale, où le loup dévore successivement la grand-mère puis la jeune fille, est dépourvue de tout spectaculaire inutile. Elle est rapide, presque sèche. Cette sobriété renforce l'impact du choc. Le conte refuse le pathos. Il ne cherche pas à émouvoir, mais à marquer. La disparition est définitive, sans lamentation, sans justice restaurée. La moralité ajoutée par Perrault est l'un des éléments les plus troublants du récit. Elle avertit les jeunes filles contre les loups qui ne sont pas toujours féroces en apparence. Ce n'est pas une métaphore vague, c'est une mise en garde directe contre les dangers de la séduction masculine dans une société où la parole d'une femme, surtout jeune, a peu de poids. Le conte ne promet aucune protection institutionnelle, il constate simplement un danger structurel. Ce qui rend ce récit particulièrement dérangeant, c'est le silence qui l'entoure. La victime ne crie pas, ne se débat pas, ne dénonce pas. Elle disparaît. Ce silence n'est pas une faiblesse narrative, mais un reflet fidèle de la réalité sociale de l'époque. Parler n'apporte pas forcément secours. Au contraire, cela peut aggraver la situation. Le conte intègre cette logique sans la commenter. Contrairement aux versions ultérieures, l'absence de sauvetage n'est pas un oubli, mais un choix délibéré. Elle transforme le conte en avertissement absolu. Le message n'est pas « faites attention et tout ira bien », mais « certains dangers ne pardonnent pas ». Cette vision du monde est dure, mais cohérente avec le fil rouge de l'ensemble des contes de Perrault. Le petit chaperon rouge révèle ainsi une peur collective profondément ancrée, celle de la prédation sexuelle et sociale et de l'incapacité de la société à protéger les plus vulnérables. Le conte ne cherche pas à résoudre ce problème, il l'expose, il le rend visible, transmissible, mémorable. Ce récit montre aussi comment la responsabilité est subtilement déplacée. La faute n'est jamais explicitement attribuée au loup qui agit conformément à sa nature. Elle est implicitement transférée à la victime, sommée à être prudente dans un monde qui ne l'est pas. Cette logique, profondément injuste, est pourtant présentée comme un fait, non comme une opinion. En ce sens, le conte agit comme un miroir brutal. Il reflète une société où la protection dépend du statut, où l'innocence n'est pas une défense, et où le silence est parfois la seule option laissée aux victimes. Cette lucidité dérangeante explique pourquoi ce récit a dû être transformé, adouci, corrigé au fil des siècles pour devenir acceptable dans un cadre éducatif moderne. Ce bloc s'inscrit pleinement dans notre fil rouge. Il montre comment un conte apparemment simple contient une charge symbolique immense. Le petit chaperon rouge n'est pas une histoire pour effrayer les enfants, mais un avertissement adressé aux jeunes femmes, transmis sous une forme que la société pouvait accepter.
Il ne promet ni justice, ni rédemption. Il transmet une vérité crue. Le danger existe et il sait parler doucement. Cendrillon. Domination, humiliation et survie sociale. Parmi les contes attribués à Charles Perrault, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre est sans doute l'un des plus mal compris. Dans l'imaginaire contemporain, il incarne l'espoir, la bonté récompensée et l'ascension sociale méritée. Pourtant, lu dans son contexte d'origine, le récit révèle une structure bien plus sombre, celle d'un système de domination familiale et sociale où la survie dépend moins de la vertu que de la capacité à endurer l'humiliation et à saisir une occasion exceptionnelle. Cendrillon ne vit pas simplement une injustice abstraite, elle est enfermée dans une position sociale inférieure au sein même de sa propre maison. La mort de la mère, événement déclencheur discret mais fondamental, la prive de toute protection symbolique. Dans les contes de tradition orale, comme dans la version de Perrault, l'absence de la mère n'est jamais anodine. Elle signifie la perte du seul espace possible de tendresse et de défense. Dès lors, Cendrillon devient une figure de vulnérabilité totale. La belle-mère et les demi-sœurs n'agissent pas par cruauté gratuite. Elles incarnent un ordre social hiérarchisé où la domination est normalisée. Humilier Cendrillon, la réduire à des tâches dégradantes, la priver de reconnaissance, ce n'est pas une anomalie morale, mais une stratégie de maintien du pouvoir. Le conte ne cherche pas à les excuser, mais il ne les présente pas non plus comme des monstres exceptionnels. Elles sont le produit d'un système où la valeur d'une femme dépend de son apparence, de son statut et de sa capacité à se marier avantageusement. Cendrillon, de son côté, ne se rebelle jamais ouvertement. Ce silence, souvent interprété comme une passivité vertueuse, est en réalité une stratégie de survie. Dans un monde où la contestation directe entraîne des représailles, l'endurance devient une forme de résistance discrète. Le conte valorise cette capacité à supporter sans disparaître, à rester visible malgré l'effacement social. L'intervention de la fée marraine est souvent lue comme un pur élément merveilleux. Pourtant, elle ne supprime pas la violence du système. Elle n'abolit ni la hiérarchie familiale, ni la domination sociale. Elle offre simplement une parenthèse, une exception temporaire. Le temps limité, le retour inévitable à la cendre, rappelle que la magie n'est pas une libération durable, mais une opportunité fragile qu'il faut exploiter parfaitement. La transformation de Cendrillon ne concerne pas son caractère, mais son apparence. Le conte est d'une clarté presque brutale sur ce point. Pour être vue, pour être choisie, elle doit correspondre au code esthétique imposé par la cour. La reconnaissance passe par le regard masculin et princier. La bonté, la patience, la souffrance ne suffisent pas. Elles doivent être rendues visibles par une métamorphose extérieure. Le soulier de verre, loin d'être un simple objet romantique, agit comme un instrument de sélection sociale. Il ne s'adresse pas à toutes, mais à une seule. Le hasard joue un rôle central. Si Cendrillon n'avait pas perdu ce soulier, elle serait retournée à l'invisibilité. Le conte ne promet pas une justice universelle. Il montre qu'une élévation est possible, mais exceptionnelle, presque accidentelle. Ce qui est frappant, c'est l'absence de transformation morale des figures oppressives. La belle-mère et les demi-sœurs ne sont pas punies de manière spectaculaire dans la version de Perrault. Elles sont simplement dépassées. Le conte ne rétablit pas une justice morale complète, il constate un déplacement de pouvoir. Cendrillon échappe à la domination familiale en entrant dans une autre structure hiérarchique, celle du mariage princier. Cette fin souvent perçue comme heureuse reste profondément ambivalente. Elle ne garantit ni l'autonomie, ni la liberté, mais une sécurité relative dans un cadre toujours contraignant. Le mariage n'est pas présenté comme un accomplissement romantique, mais comme une sortie possible de la misère et de l'humiliation. Le conte parle moins d'amour que de survie sociale. Cendrillon incarne ainsi une leçon essentielle du fil rouge de notre exploration. Dans les contes de Perrault, la souffrance n'est pas toujours récompensée, mais parfois reconnue. La bonté n'est pas une arme, mais une condition nécessaire pour ne pas sombrer. Ce qui sauve Cendrillon, ce n'est pas sa rébellion, mais sa capacité à rester intacte intérieurement jusqu'au moment où une brèche s'ouvre.
Ce récit révèle aussi une peur collective majeure, celle de l'effacement. Être réduit à la cendre, au silence, à l'invisibilité sociale. Cendrillon survit là où d'autres disparaissent. Non pas parce que le monde est juste, mais parce qu'elle a su attendre, observer et saisir une chance unique. Ce bloc s'inscrit pleinement dans la continuité de notre fil rouge. Après la prédation brutale du petit chaperon rouge, Cendrillon montre une autre forme de violence, plus lente, plus quotidienne, mais tout aussi destructrice. L'humiliation systémique. Le conte ne la nie pas, ne la résout pas complètement, il la met en scène avec une lucidité troublante. La Barbe Bleue, le mariage comme piège mortel. Avec La Barbe Bleue, Charles Perrault quitte toute ambiguïté feutrée pour exposer frontalement l'une des peurs les plus profondes de son époque, le mariage comme espace de danger absolu. Là où d'autres contes dissimulent la violence sous des symboles, celui-ci la place au centre du récit, sans détour. La maison conjugale devient un lieu clos, le mari une autorité totale et l'épouse une prisonnière dont la survie dépend d'une obéissance parfaite. Dès le début, la figure de Barbe Bleue est marquée par l'anomalie. Son apparence inspire la méfiance, mais cette inquiétude est rapidement neutralisée par sa richesse et son statut. Le conte met ainsi en lumière un mécanisme social fondamental. Le pouvoir économique suffit à faire taire les doutes. Le mariage n'est pas présenté comme un choix amoureux, mais comme une transaction sociale, où la sécurité matérielle l'emporte sur l'intuition du danger. La jeune épouse n'est pas ignorante, elle perçoit l'étrangeté, elle ressent une crainte diffuse, mais ces signes internes sont systématiquement invalidés par l'entourage et par les normes sociales. Dans un monde où le refus du mariage est presque impensable, surtout face à une proposition avantageuse, la peur individuelle n'a pas de légitimité. Le conte montre comment la société participe activement à la mise en danger des femmes, non par malveillance directe, mais par aveuglement collectif. La fameuse clé interdite constitue le cœur symbolique du récit. Elle n'est pas seulement un objet narratif, mais un test de pouvoir. En interdisant l'accès à une pièce précise, Barbe Bleue ne cherche pas tant à cacher qu'à contrôler. L'interdit crée une asymétrie totale. L'homme sait, la femme doit ignorer. Le mariage est ainsi défini comme un espace où le savoir est confisqué, où la transparence est un privilège masculin. Lorsque l'épouse ouvre la porte, l'horreur révélée n'est pas une surprise au sens émotionnel, elle confirme une peur latente. Les corps des anciennes épouses témoignent d'une répétition, d'un système. Barbe Bleue n'est pas un monstre isolé, mais l'incarnation extrême d'une violence structurelle, celle d'un pouvoir conjugal sans contrepoids. Le sang qui tache la clé n'est pas seulement la preuve d'une désobéissance, mais la marque indélébile d'un savoir désormais acquis. La réaction de Barbe Bleue face à cette transgression est immédiate et implacable. Il n'y a pas de négociation, pas d'écoute, pas de justification possible. La sentence est déjà inscrite dans la structure même du mariage. Désobéir équivaut à mourir. Le conte ne laisse aucun doute. L'autorité masculine, lorsqu'elle est absolue, n'admet ni question ni regard autonome. Ce qui rend ce récit particulièrement dérangeant, c'est que la désobéissance de l'épouse n'est pas présentée comme une faute morale, elle est une nécessité vitale. Ne pas ouvrir la porte, c'est accepter l'ignorance et vivre sous une menace permanente. Ouvrir, c'est risquer la mort, mais aussi accéder à la vérité. Le conte place ainsi la protagoniste face à un dilemme insoluble, où chaque choix comporte un danger mortel. Le salut final ne vient pas d'une justice institutionnelle, mais d'une intervention extérieure, familiale et masculine. Les frères arrivent à temps. Cette issue, souvent perçue comme rassurante, est en réalité profondément ambiguë. Elle suggère que la protection d'une femme ne peut venir que d'un autre homme, jamais d'elle-même, ni du système conjugal. La survie dépend du hasard et de la rapidité d'une aide extérieure, non d'un droit reconnu. Après la mort de Barbe Bleue, l'épouse hérite de ses biens. Cette redistribution finale peut donner l'illusion d'un rééquilibrage moral. Pourtant, elle ne remet pas en cause la structure qui a permis la violence. Le conte ne propose pas de réforme sociale, il constate simplement qu'un danger a été éliminé sans garantir qu'il ne se reproduira pas ailleurs. La moralité ajoutée par Perrault insiste sur la curiosité comme défaut féminin. Cette lecture superficielle détourne l'attention de l'essentiel. Le véritable sujet n'est pas la curiosité, mais le contrôle.
Le conte montre ce qu'il en coûte de vouloir savoir dans un système fondé sur le secret et l'autorité unilatérale. La curiosité devient dangereuse, non pas par nature, mais parce qu'elle menace un ordre fondé sur l'opacité. Dans le fil rouge de notre exploration, la Barbe Bleue occupe une place centrale. Elle révèle avec une clarté brutale ce que d'autres contes suggèrent plus discrètement. Le mariage peut être un espace de prédation légitime, socialement accepté, tant qu'il est enveloppé de richesse et de respectabilité. La maison n'est pas un refuge, mais un piège potentiel. La clé n'ouvre pas seulement une porte, elle ouvre les yeux. Ce conte met également en lumière une peur collective masculine rarement évoquée, la peur d'être découvert. Barbe Bleue ne craint pas la désobéissance en soi, mais la révélation. Son pouvoir repose sur le secret. Une fois celui-ci brisé, il devient vulnérable, la violence extrême est alors sa seule réponse possible. Ainsi, la Barbe Bleue n'est pas un simple récit d'horreur, c'est une radiographie sociale du mariage comme institution asymétrique où l'amour est secondaire, la sécurité illusoire et la survie conditionnelle. Le conte n'invente rien, il amplifie une réalité connue, murmurée, rarement dite à voix haute. Ce bloc prolonge naturellement le fil rouge établi depuis le début. Après la prédation extérieure du loup et l'humiliation domestique de Cendrillon, la Barbe Bleue révèle la violence la plus intime, celle qui se cache derrière la porte fermée, au cœur même du lien censé protéger. Le danger n'est plus dans la forêt, mais dans la maison. Le chat botté, ruse, mensonge et ascension sociale amorale. Avec le chat botté, Charles Perrault opère un déplacement subtil mais décisif dans sa galerie de figures. Après la prédation, l'humiliation et la violence conjugale, voici un conte où la survie et la réussite ne passent ni par l'obéissance ni par la patience, mais par la ruse, le mensonge et la manipulation assumée. Le chat botté ne punit pas l'immoralité, il la récompense. Le maître du chat hérite d'un animal quand ses frères reçoivent des biens matériels. Cette inégalité initiale installe immédiatement le cadre social du récit. Certains commencent avec des ressources, d'autres non. Le conte ne cherche pas à corriger cette injustice, il la pose comme un fait. Le jeune homme est pauvre, sans pouvoir, sans avenir clair. Rien dans sa condition ne le destine à une élévation sociale. La bonté ne lui servira à rien. Le travail honnête non plus. C'est le chat qui introduit une autre logique. Il ne propose pas la patience ni la résignation, mais l'action stratégique. Ces bottes ne sont pas un simple accessoire comique. Elles symbolisent l'entrée dans le monde social, celui où l'on joue des rôles, où l'apparence compte autant que la réalité. Dès lors, le conte bascule, la morale traditionnelle est suspendue. Le chat botté ment, manipule, vole, menace. Il fabrique une identité fictive pour son maître, détourne l'attention du roi, exploite la peur des paysans, élimine un rival par la ruse. Rien de tout cela n'est condamné par le récit. Au contraire, chaque mensonge est présenté comme une preuve d'intelligence, chaque tromperie comme une nécessité. Le conte affirme une vérité dérangeante. Dans un monde hiérarchisé, la vérité n'est pas une valeur cardinale. L'efficacité l'est. Le personnage de l'ogre est central dans cette mécanique. Il incarne un pouvoir ancien, brutal, fondé sur la force et la terreur. Le chat ne l'affronte pas frontalement, il le pousse à se détruire lui-même en exploitant son orgueil. Cette scène révèle un changement de paradigme. La force brute cède devant l'intelligence stratégique. Le conte ne célèbre pas la justice, mais l'adaptabilité. Le roi, figure d'autorité suprême, apparaît comme facilement manipulable. Il ne vérifie pas, il accepte ce qu'on lui présente. Son pouvoir repose sur des apparences, sur des récits bien construits. Cette représentation n'est pas innocente, elle suggère que l'ordre social est fragile, qu'il peut être détourné par ceux qui comprennent les codes. Le chat botté ne renverse pas le système, il s'y glisse. La récompense finale est sans ambiguïté. Le maître épouse la princesse, accède à un statut élevé, sans jamais avoir prouvé une quelconque vertu morale. Le conte ne lui demande ni courage, ni sacrifice, ni transformation intérieure. Il lui suffit de laisser faire le chat. Cette passivité est elle-même révélatrice. Dans certains cas, survivre et réussir signifie déléguer l'immoralité à plus habile que soi. Ce récit met en lumière une peur collective différente des précédentes. La peur de rester en bas, de ne jamais pouvoir franchir les barrières sociales. Là où Cendrillon subissait,
le Chaboté agit. Là où l'innocence conduisait à la disparition, la ruse ouvre les portes. Le conte propose une réponse cynique mais lucide. Si les règles sont injustes, il faut apprendre à les contourner. Il est frappant de constater l'absence totale de sanctions morales. Personne ne paie pour les mensonges. Les paysans sont intimidés, l'ogre est éliminé, le roi est dupé. Le système absorbe ces manipulations sans se fissurer. Le conte ne promet pas un monde meilleur, seulement une place plus confortable à ceux qui savent jouer. Dans le fil rouge de notre exploration, le Chaboté occupe une position clé. Il montre que les contes de Perrault ne défendent pas une morale unique, ils exposent différentes stratégies de survie dans un monde hostile. Certaines mènent à la mort, d'autres à l'élévation. La différence ne réside pas dans la vertu, mais dans la compréhension des mécanismes de pouvoir. Ce récit révèle aussi une inquiétude profonde, celle d'un monde où la vérité ne protège pas, où l'honnêteté peut être un handicap. Le Chaboté n'est pas un héros au sens moral, il est un guide pragmatique dans une société amorale. Et le conte, loin de le condamner, l'érige en modèle d'intelligence sociale. Ainsi, après la maison mortelle de la Barbe Bleue, nous entrons ici dans les couloirs du pouvoir. Le danger n'est plus immédiat, mais diffus. Il réside dans l'incapacité à comprendre les règles implicites. Le Chaboté enseigne une leçon dérangeante. Pour survivre, il ne suffit pas d'être bon. Il faut être rusé. La Belle au bois dormant. Violence du temps, du corps et du consentement. Avec La Belle au bois dormant, Charles Perrault explore une peur plus diffuse, mais tout aussi fondamentale que celle rencontrée jusqu'ici. La perte de contrôle sur son propre corps et sur le temps lui-même. Derrière l'image familière d'un sommeil enchanté et d'un réveil romantique se cache un récit profondément inquiet, marqué par l'immobilisation, l'attente forcée et une conception du consentement qui échappe entièrement à la protagoniste. Dès l'origine, le conte est placé sous le signe de la fatalité. La malédiction n'est pas déclenchée par une faute consciente, mais par une négligence structurelle. Une fée oubliée, un rituel incomplet, une erreur de gestion symbolique du pouvoir. La jeune princesse hérite d'une sentence qu'elle n'a ni provoquée ni comprise. Cette transmission d'un destin imposé est essentielle. Le conte ne parle pas d'un danger choisi, mais d'un danger assigné dès la naissance. La tentative des parents pour neutraliser la menace illustre une illusion de contrôle typique de l'époque. En interdisant les fuseaux, ils croient supprimer le risque. Le récit montre rapidement la vanité de cette stratégie. Le danger ne disparaît pas, il se déplace, se dissimule, attend. Cette idée traverse de nombreux contes de Perrault. On ne supprime pas la fatalité par décret, on ne fait que retarder son apparition. La scène de la piqûre est souvent racontée comme un accident presque anodin. Pourtant, elle marque un basculement radical. Le corps de la princesse cesse de lui appartenir. Il devient immobile, silencieux, offert au regard. Le sommeil n'est pas un repos réparateur, mais une suspension de l'existence. Elle ne vit plus, mais ne meurt pas non plus. Elle est figée dans un entre-deux inquiétant, privée de toute agency. Le sommeil collectif qui envahit le château prolonge cette idée. Le temps est arrêté non seulement pour une personne, mais pour tout un monde. Cette immobilisation massive traduit une peur profonde, celle d'un ordre social incapable d'évoluer, condamné à l'attente. Le conte suggère que le pouvoir, lorsqu'il est incapable de prévenir le danger, choisit l'inaction totale plutôt que l'adaptation. L'arrivée du prince, des années plus tard, est souvent perçue comme une délivrance. Pourtant, si l'on observe la structure du récit, il n'y a pas de véritable rencontre. La princesse ne choisit pas, ne parle pas, ne reconnaît pas. Elle se réveille dans un monde transformé, face à un homme qu'elle n'a jamais connu. Le consentement, au sens moderne, est absent. Le conte n'en fait pas un problème, car il reflète une conception du corps féminin comme espace disponible une fois le temps venu. La violence ici n'est pas spectaculaire, elle est douce, enveloppée de merveilleux. C'est précisément ce qui la rend plus troublante. Le conte normalise l'idée qu'un corps puisse être mis en attente, préservé, puis réactivé pour répondre à un ordre social précis, celui du mariage et de la transmission dynastique. La princesse n'est pas une héroïne agissante, mais un enjeu. Le temps joue un rôle central dans cette dynamique.
Les années passent sans affecter le corps endormi. La jeunesse est conservée artificiellement, comme une ressource. Cette fixation révèle une angoisse collective, celle du vieillissement, de la perte de valeur, surtout pour les femmes. Le conte rassure en promettant une jeunesse éternelle, mais au prix d'une disparition temporaire de la volonté. Il est important de noter que la version de Perrault ne s'arrête pas au réveil. La suite du récit, souvent ignorée dans les adaptations modernes, introduit une nouvelle menace. Après le mariage, la princesse fait face à une belle-mère monstrueuse, figure de la violence domestique et de la prédation familiale. Le danger ne disparaît pas avec l'union, il change de forme. Le conte insiste ainsi sur une vérité dérangeante. Le mariage n'est pas une fin heureuse garantie, mais le début d'un autre cycle de menaces. Cette seconde partie du récit renforce le fil rouge de notre exploration. La protection masculine n'est jamais totale, elle est conditionnelle, temporaire, parfois absente. La princesse, même réveillée, reste vulnérable. Le conte ne promet pas la sécurité absolue, seulement une survie précaire dans un monde où le danger se reconfigure sans cesse. La Belle au bois dormant incarne ainsi une peur silencieuse, celle d'être privée de son temps, de son corps et de sa voix. Contrairement au Petit Chaperon rouge, la violence n'est pas immédiate. Contrairement à Cendrillon, l'humiliation n'est pas quotidienne. Elle est suspendue, différée, rendue presque invisible par le merveilleux. Mais elle n'en est pas moins réelle. Ce conte révèle aussi une tension fondamentale entre protection et contrôle. Les parents veulent protéger, mais ils enferment. Le sommeil protège du monde, mais efface l'existence. Le réveil libère, mais impose une nouvelle dépendance. À aucun moment, la protagoniste ne maîtrise véritablement son destin. Cette absence de contrôle est au cœur de l'angoisse que le conte transmet. Dans la logique morale de Perrault, cette histoire n'est pas une promesse romantique, mais un constat. Le monde décide parfois de votre place, le temps peut vous être volé, le corps peut devenir un enjeu social. Le merveilleux ne supprime pas la violence, il la rend supportable, racontable, transmissible. La Belle au bois dormant s'inscrit donc pleinement dans notre fil rouge. Après la ruse récompensée du chat botté, elle rappelle que tous ne peuvent pas agir. Certains sont condamnés à attendre, et cette attente, loin d'être passive, est une autre forme de violence, plus discrète, mais tout aussi structurante. Les faits, langage, récompense et punition sociale. Avec les faits, Charles Perrault aborde une dimension plus subtile, mais essentielle de la violence sociale, celle du langage. Ici, il n'est plus question de prédation directe, de meurtre ou d'enfermement, mais d'un pouvoir plus diffus, plus quotidien, et donc plus efficace encore. Le conte montre comment la parole peut devenir un instrument de récompense ou de condamnation, façonnant le destin d'un individu sans qu'il soit nécessaire d'employer la force. Le récit repose sur une opposition simple entre deux sœurs, élevées de manière radicalement différente. L'une est douce, polie, attentive, l'autre est brutale, méprisante, impatiente. Cette opposition pourrait sembler morale, presque manichéenne, mais le conte va bien plus loin. Il ne s'agit pas seulement de caractère, mais d'un apprentissage social. La première a intégré les codes attendus, la seconde les refuse ou en est incapable. Et c'est précisément cette différence qui détermine leur avenir. La rencontre avec la fée, déguisée en vieille femme, est centrale. Elle fonctionne comme une épreuve invisible. Rien n'indique clairement qu'il s'agit d'un test. Le danger du conte réside là. Les évaluations sociales ne sont jamais annoncées. Elles surgissent dans l'ordinaire, dans un geste banal, une parole prononcée ou retenue. La politesse devient alors une stratégie de survie. Le don accordé à la jeune fille bienveillante est profondément symbolique. À chaque parole prononcée sortent de sa bouche des fleurs et des pierres précieuses. Le langage devient littéralement productif. Il génère de la valeur. Ce n'est pas une récompense abstraite, mais une traduction matérielle d'un comportement conforme aux attentes sociales. Parler correctement, c'est produire de la richesse, au sens symbolique et concret. À l'inverse, la sœur brutale reçoit une malédiction miroir. De sa bouche sortent des serpents et des crapauds. Là encore, le langage est au centre. Chaque parole devient une source de rejet, de dégoût, de danger. Le conte montre avec une cruauté froide
comment un individu peut être condamné par sa manière de parler, indépendamment de toute intention réelle. La société ne juge pas les motivations, mais les signes extérieurs. Ce qui rend ce récit particulièrement dérangeant, c'est l'absence de possibilité de rédemption. Une fois le don ou la malédiction accordés, ils sont irréversibles. La parole fixe le destin. Le conte reflète ainsi une réalité sociale implacable. Certaines erreurs de langage, certains écarts de comportement peuvent marquer un individu à vie. Il n'y a pas toujours de seconde chance. La figure de la mère joue également un rôle important. Elle favorise ouvertement la fille brutale, non par affection sincère, mais par projection narcissique. Elle refuse de reconnaître la valeur de la douceur, qu'elle interprète comme une faiblesse. Le conte montre ici comment la violence sociale se transmet même au sein de la famille. Les normes ne sont pas seulement imposées de l'extérieur, elles sont reproduites dans l'intimité. La fin du récit confirme la logique du système. La jeune fille récompensée trouve un mariage avantageux, attirée non par son discours intérieur, mais par les richesses visibles qu'elle produit malgré elle. Sa parole est devenue une marchandise. À l'inverse, la sœur rejetée est condamnée à l'isolement et à la mort sociale. Le conte ne cherche pas à équilibrer cette injustice, il la présente comme une conséquence logique. Dans le fil rouge de notre exploration, les faits occupent une place stratégique. Après la suspension du corps dans La Belle au bois dormant, ce conte montre une autre forme de dépossession, celle de la voix. Le langage n'est pas un espace de liberté, mais un terrain miné. Parler, c'est se soumettre à des règles invisibles. Mal parler, c'est s'exposer à une exclusion définitive. Cet récit révèle une peur collective profondément ancrée, celle de dire ce qu'il ne faut pas dire, de ne pas savoir se conformer. Dans une société où la hiérarchie est rigide, la parole devient un marqueur de classe, d'éducation, de valeur morale. Le conte ne propose pas d'échappatoire, il enseigne l'adaptation ou la disparition. Contrairement à d'autres récits, il n'y a ici ni ruse salvatrice, ni intervention héroïque. Tout se joue dans l'instant, dans la rencontre, dans la réponse donnée à une demande banale. Cette banalité même rend le conte terrifiant. Le danger n'est pas exceptionnel, il est quotidien, intégré, normalisé. Ainsi, les faits prolongent et enrichissent notre fil rouge. Après avoir exploré la violence physique, la domination domestique, la ruse sociale et la dépossession du corps, Perrault révèle une autre forme fondamentale, la normalisation par le langage. Les contes ne punissent pas seulement les actes, ils sanctionnent les manières d'être, de parler, d'exister. Ce récit rappelle une vérité dérangeante. Dans certains mondes, ce que vous dites peut décider de tout. Et souvent, vous ne savez jamais à l'avance que vous êtes en train d'être jugé. Riquet à la houppe, intelligence, apparence et pouvoir symbolique. Avec Riquet à la houppe, Charles Perrault aborde une tension centrale dans l'ordre social de son temps, le conflit entre l'apparence et l'intelligence, entre ce qui se voit immédiatement et ce qui confère un pouvoir réel mais moins visible. Ce conte, souvent lu comme une fable légère sur l'amour et la compensation des défauts, révèle en réalité une mécanique beaucoup plus inquiétante, où les qualités humaines deviennent des monnaies d'échange, négociables et transférables. Riquet naît difforme, marqué physiquement dès son apparition dans le monde. Sa laideur n'est pas un simple détail narratif, elle conditionne immédiatement sa place sociale. Le conte établit d'emblée une règle implicite implacable. L'apparence précède tout jugement moral. Avant même de parler, Riquet est perçu comme inférieur. Cette stigmatisation initiale reflète une peur collective profondément enracinée, celle d'être rejeté avant même d'avoir pu prouver sa valeur. La fée qui se penche sur son berceau ne supprime pas cette injustice, elle la contourne. Elle lui accorde une intelligence exceptionnelle, mais au prix d'une dissociation fondamentale. Riquet devient un être dont la valeur est invisible. Son pouvoir n'est pas immédiatement reconnu, il doit être démontré, expliqué, prouvé. Le conte suggère ainsi que l'intelligence, contrairement à la beauté, n'offre pas un accès direct au pouvoir social. Elle nécessite une médiation. En parallèle, la princesse naît belle, mais dénuée d'esprit. Là encore, il ne s'agit pas d'un simple contrepoint narratif. Le conte met en scène une autre angoisse collective, celle de l'inadéquation, être conforme physiquement, mais déficient sur le plan intellectuel. La beauté, ici, n'est pas une bénédiction totale,
Elle attire le regard, mais elle expose aussi à une attente constante, à une pression silencieuse. La rencontre entre Riquet et la princesse se construit autour d'un contrat implicite. Il lui propose son intelligence en échange de son amour futur. Ce pacte est l'un des éléments les plus dérangeants du conte. L'intelligence devient une ressource transférable, presque un bien magique. Le savoir, la parole, la capacité de comprendre le monde ne sont plus des qualités intrinsèques, mais des dons conditionnels. Le consentement de la princesse, dans ce cadre, est profondément ambigu. Elle accepte non pas par désir, mais par nécessité sociale. Elle a besoin d'esprit pour exister dignement dans son monde. Le conte met ainsi en lumière une réalité brutale. Certaines unions ne sont pas fondées sur l'affection, mais sur un échange de capitaux symboliques. Le mariage devient une transaction où chacun compense le manque de l'autre. Lorsque la princesse acquiert l'intelligence, sa transformation sociale est immédiate. Elle est écoutée, admirée, valorisée. Le conte montre avec une lucidité cruelle que la reconnaissance sociale ne dépend pas d'un changement intérieur moral, mais de la conformité aux attentes dominantes. Penser correctement, parler avec esprit, c'est accéder au pouvoir symbolique. Riquet, de son côté, obtient la beauté au moment où la princesse consent à l'aimer. Cette métamorphose finale peut être lue comme une récompense romantique. Pourtant, elle révèle surtout une vérité cynique. Même l'intelligence la plus brillante reste insuffisante sans une apparence acceptable. Le conte rétablit l'ordre visuel. Le corps doit, in fine, correspondre aux normes pour que l'union soit pleinement validée. Ce double échange souligne une idée centrale du fil rouge que nous suivons. Dans les contes de Perrault, les qualités humaines ne sont jamais absolues. Elles sont évaluées, comparées, marchandées. L'amour n'est pas un sentiment pur, mais un mécanisme social qui redistribue les attributs jugés nécessaires à la réussite. Riquet à la houppe révèle également une peur masculine spécifique, celle de ne pas être désiré malgré sa valeur intérieure. Le conte offre une solution illusoire à cette angoisse, en promettant une reconnaissance finale. Mais cette reconnaissance n'intervient qu'après une transformation conforme aux normes physiques. Le message est clair, l'intelligence seule ne suffit pas. Pour la princesse, la peur est différente. Elle réside dans l'inadéquation sociale. Être belle, mais jugée vide. Le conte montre comment l'esprit devient une obligation, non un choix. La féminité idéale doit être complète, séduisante et intelligente, mais jamais au point de menacer l'ordre établi. L'intelligence offerte est encadrée, domestiquée, rendue acceptable par le mariage. Ce récit s'inscrit parfaitement dans la continuité des blocs précédents. Après le langage normatif des faits, Riquet à la houppe explore la valeur sociale de l'esprit lui-même. Il montre que penser, parler, comprendre sont des pouvoirs, mais des pouvoirs conditionnels, soumis à des règles invisibles. Le conte ne propose pas une émancipation véritable, il offre un ajustement. Chacun reçoit ce qui lui manque pour mieux s'insérer dans le système. Rien n'est renversé, l'ordre social est renforcé, non contesté. Les différences sont gommées, non célébrées. Ainsi, Riquet à la houppe n'est pas une fable sur l'amour qui transcende les apparences, c'est une réflexion troublante sur la manière dont la société distribue la valeur humaine. Intelligence et beauté sont des outils de négociation, des clés d'accès à la reconnaissance. Et derrière le merveilleux, une vérité persiste, être soi-même ne suffit jamais. Peur féminine et masculine dans les contes de Perrault. À ce stade de notre parcours, un motif devient impossible à ignorer. Les contes de Charles Perrault ne distribuent pas la peur de manière uniforme. Ils organisent les angoisses selon le genre, assignant aux figures féminines et masculines des dangers spécifiques profondément enracinés dans l'ordre social de leur temps. Ces peurs ne sont pas psychologiques au sens moderne, mais structurelles. Elles découlent de la place occupée par chacun dans une société hiérarchisée, où le pouvoir, le corps et la parole ne sont pas partagés équitablement. Les peurs féminines, dans les contes, sont presque toujours liées au corps et à la dépendance. Le corps comme cible de prédation, comme dans Le Petit Chaperon rouge, le corps comme propriété conjugale, comme dans La Barbe bleue, le corps comme objet figé, suspendu, conservé, comme dans La Belle au bois dormant, le corps comme valeur d'échange, condition d'accès à la reconnaissance, comme dans Cendrillon ou Riquet à la houppe. Le conte insiste, encore et encore, sur une même idée.
Le corps féminin est exposé, évalué, contrôlé. Cette exposition permanente engendre une peur diffuse mais constante. La peur de ne pas être protégé, la peur de parler et de ne pas être cru, la peur de désobéir, la peur d'être choisi ou rejeté. Les héroïnes de Perrault ne vivent jamais dans un espace neutre. Chaque déplacement, chaque parole, chaque silence peut avoir des conséquences irréversibles. Le danger n'est pas toujours visible, mais il est omniprésent. Il est frappant de constater que la transgression féminine est presque toujours associée à une sanction corporelle ou sociale. Ouvrir une porte, parler à un inconnu, exprimer un désir, poser une question, autant d'actes qui peuvent conduire à la disparition, à l'enfermement ou à l'exclusion. Les contes enseignent ainsi une prudence extrême, parfois paralysante. Ils ne disent pas « soyez libres », mais « survivez ». Les peurs masculines, en revanche, se situent ailleurs. Elles sont rarement liées à la prédation directe. Les personnages masculins craignent avant tout la perte de statut, de pouvoir ou de reconnaissance. Le meunier pauvre du Chaboté n'a pas peur de mourir, mais de rester insignifiant. Riquet ne craint pas la violence physique, mais le mépris. Même les figures monstrueuses, comme Barbe-Bleue, sont traversées par une peur spécifique, celle d'être découverts, démasqués, privés de leur autorité. Cette différence est essentielle. Là où les femmes craignent pour leur intégrité, les hommes craignent pour leur position. Le conte reflète ainsi une asymétrie fondamentale de l'ordre social. Les risques ne sont pas les mêmes et les stratégies de survie diffèrent radicalement. L'homme agit, ment, ruse, conquiert. La femme attend, endure, se tait ou obéit aux règles invisibles. Pourtant, Perrault ne présente pas ses peurs de manière simpliste. Les hommes ne sont pas dépeints comme invulnérables. Leur pouvoir est souvent fragile, conditionnel. Le roi du Chaboté est manipulable. L'ogre est vaincu par son orgueil. Barbe-Bleue est terrifié à l'idée que son secret soit révélé. Le conte montre que le pouvoir masculin repose sur des apparences, sur une reconnaissance sociale qui peut s'effondrer. Cette fragilité explique la violence de certaines réactions. Plus le pouvoir est menacé, plus la réponse est brutale. La peur masculine de perdre le contrôle se traduit par des interdits, des menaces, des punitions. Le conte ne justifie pas cette violence, mais il expose le mécanisme. La domination apparaît alors comme une stratégie défensive autant qu'offensive. Les peurs féminines, quant à elles, ne sont rarement reconnues comme légitimes dans l'univers du conte. Elles sont minimisées, ignorées ou transformées en faute morale. La curiosité est blâmée, la parole est suspecte, le désir est dangereux. Le conte montre comment une société peut transformer la peur des femmes en responsabilité individuelle, les rendant coupables de ce qui leur arrive. Ce décalage est particulièrement visible dans les moralités finales. Elles s'adressent souvent aux jeunes filles, les exhortant à la prudence, à la modestie, à la retenue. Les hommes, eux, nous sont rarement directement interpellés. Leur peur n'est pas moralisée, mais intégrée comme un moteur narratif légitime. Cette asymétrie morale renforce l'ordre existant. Il est important de comprendre que ces peurs ne sont pas inventées par Perrault. Il les met en forme, les rend visibles, mais elles préexistent à son œuvre. Elles sont le produit d'un monde où le mariage est une nécessité économique, où la transmission des biens prime sur l'épanouissement individuel, où la parole féminine a peu de poids juridique ou symbolique. Dans le fil rouge que nous suivons depuis le début, ce bloc joue un rôle de synthèse. Il ne se concentre pas sur un conte particulier, mais sur la logique qui les traverse tous. Les récits de Perrault forment un système cohérent de mise en garde différenciée. Ils apprennent aux femmes à se méfier du monde et aux hommes à le maîtriser ou à le contourner. Mais cette répartition n'est pas sans tension. Les contes laissent transparaître une inquiétude sous-jacente. Ce système est instable. Les femmes souffrent, mais survivent parfois. Les hommes dominent, mais peuvent chuter. La peur circule, change de forme, se déplace. Aucun personnage n'est totalement abri. Ce qui rend ces récits si durables, c'est précisément cette lucidité. Les contes ne proposent pas de solution idéale, ils ne promettent pas l'égalité, ni la justice parfaite. Ils montrent comment chacun tente de survivre avec les cartes qui lui ont été distribuées, et ces cartes sont profondément genrées. Ainsi, en explorant les peurs féminines et masculines, nous touchons au cœur de l'univers de Perrault. Ces récits ne sont pas des fables abstraites, mais des cartographies émotionnelles d'un monde inégal. Ils révèlent ce que chacun redoute le plus, non pas en théorie, mais dans la pratique quotidienne de l'existence. Ce bloc prépare la transition vers la suite de notre exploration.
Après avoir identifié ces peurs, il devient possible de comprendre pourquoi ces récits n'étaient pas destinés aux enfants et comment ils ont été progressivement transformés pour devenir acceptables dans un autre cadre moral. Car ce que ces récits montrent sans détour, c'est un monde que l'on préfère souvent ne pas expliquer trop tôt. Pourquoi ces récits n'étaient pas destinés aux enfants? Après avoir traversé les peurs, les violences symboliques et les stratégies de survie qui structurent les contes de Charles Perrault, une conclusion s'impose avec évidence. Ces récits ne sont pas conçus pour un public enfantin au sens moderne du terme. Non pas parce qu'ils seraient trop complexes à comprendre, mais parce qu'ils transmettent une vision du monde incompatible avec l'idée contemporaine de l'enfance comme espace protégé, progressif et éducatif. Au siècle de Perrault, l'enfant n'est pas perçu comme un être à préserver de la dureté du réel. Il est un futur adulte en formation rapide, exposé très tôt aux réalités sociales. Les contes participent à cette exposition. Ils ne cherchent pas à adoucir l'entrée dans le monde, mais à en accélérer la compréhension. Leur fonction est d'alerter, non de rassurer. Les thèmes centraux de ces récits le confirment. La prédation sexuelle, la violence conjugale, l'humiliation sociale, la manipulation, la mort irréversible, l'absence de justice réparatrice ne sont jamais traitées comme des anomalies exceptionnelles. Elles sont présentées comme des risques structurels. Le conte ne dit pas « cela peut arriver », mais « cela arrive ». Cette affirmation brute ne laisse pas de place à l'innocence prolongée. Un autre élément fondamental est l'absence quasi totale de médiation adulte protectrice. Les figures parentales sont souvent absentes, impuissantes ou aveugles. Lorsqu'elles interviennent, c'est trop tard ou de manière inefficace. Cette configuration narrative transmet un message clair. Compter sur l'autorité pour être sauvé est illusoire. Chacun doit apprendre à naviguer seul dans un monde hostile. Les fins des contes sont également révélatrices. Beaucoup ne réparent pas le traumatisme, ne restaurent pas une justice morale équilibrée. La mort est définitive, la souffrance n'est pas toujours reconnue, la récompense est rare, conditionnelle, souvent liée à des critères arbitraires. Ce type de conclusion ne correspond pas à une pédagogie destinée à rassurer un esprit en construction. Elle vise un public déjà conscient de la fragilité de l'existence. Il faut aussi considérer la place du non-dit. Les contes de Perrault suggèrent plus qu'ils n'expliquent. Ils reposent sur une compréhension implicite des codes sociaux, sexuels et moraux. Ce langage indirect suppose un auditeur capable de lire entre les lignes, de saisir les allusions, de reconnaître les dangers sans qu'ils soient explicitement nommés. L'enfant moderne à qui l'on explique tout n'est pas le destinataire naturel de ce type de récit. Le ton lui-même est révélateur. Même lorsque le merveilleux est présent, il ne neutralise pas l'angoisse. Il la rend acceptable, transmissible, mais il ne la dissout jamais. Les fées ne sont pas des figures maternelles bienveillantes, elles sanctionnent, évaluent, conditionnent. Le surnaturel n'est pas une protection, mais un prolongement du pouvoir social. La morale, lorsqu'elle existe, est souvent ambiguë, parfois même cynique. Elle ne propose pas un idéal à atteindre, mais une prudence à adopter. Elle enseigne ce qu'il faut éviter plus que ce qu'il faut devenir. Cette pédagogie négative correspond à une vision adulte du monde, fondée sur l'expérience et la perte, non sur l'optimisme. Il est également significatif que ces contes aient été racontés dans des espaces mixtes, où enfants et adultes partageaient les mêmes récits. La distinction stricte entre littérature enfantine et littérature adulte est une construction ultérieure. À l'époque de Perrault, le conte est un outil social global, pas un genre spécialisé. Ainsi, dire que ces récits n'étaient pas destinés aux enfants ne signifie pas qu'ils leur étaient interdits. Cela signifie qu'ils n'étaient pas adaptés à une pédagogie protectrice. Ils transmettaient une vérité du monde que l'on juge aujourd'hui trop brutale pour un jeune public, mais qui était autrefois considérée comme nécessaire. Ce bloc s'inscrit pleinement dans le fil rouge de notre exploration. Il montre que les contes de Perrault ne sont pas des histoires mal comprises, mais des récits déplacés dans le temps. Ce qui nous choque aujourd'hui n'est pas leur violence, mais le fait qu'ils ne cherchent jamais à la justifier ou à la corriger. En comprenant pourquoi ces récits n'étaient pas pensés pour des enfants, nous nous préparons à aborder la question suivante: comment, pourquoi et à quel prix ils ont été transformés pour le devenir. Car cette transformation n'est pas neutre, elle révèle autant sur notre rapport à l'enfance que sur notre difficulté à accepter certaines vérités. L'adoucissement progressif. Censure.
morale chrétienne et transformation du sens. Lorsque les contes de Charles Perrault commencent à être associés de plus en plus explicitement à l'enfance, un lent processus de transformation s'enclenche. Ce processus n'est ni immédiat ni coordonné. Il résulte d'un ensemble de glissements culturels, moraux et pédagogiques qui modifient en profondeur la fonction même du conte. Ce n'est pas le texte qui change d'abord, mais le regard que l'on pose sur lui. À partir du moment où l'enfance est progressivement pensée comme une phase distincte de la vie, nécessitant protection et encadrement moral, les récits violents deviennent problématiques. Les contes, autrefois perçus comme des avertissements réalistes, commencent à être jugés dangereux, inadaptés, voire nuisibles. Il ne s'agit pas de les supprimer, car ils sont déjà profondément ancrés dans la culture collective, mais de les rendre acceptables. L'un des premiers leviers de cette transformation est la moralisation explicite. Là où les contes de Perrault laissaient souvent place à l'ambiguïté, les versions ultérieures cherchent à clarifier. Le mal doit être puni, le bien récompensé de manière visible, la faute clairement identifiée. Cette simplification morale rassure, mais elle altère profondément le sens originel des récits. Ce qui était une observation lucide du monde devient une leçon normative. La violence, quant à elle, n'est pas supprimée, mais déplacée. Elle est atténuée, justifiée ou compensée par une réparation finale. L'apparition de figures salvatrices, absentes chez Perrault, comme le chasseur du petit chaperon rouge, illustre parfaitement ce phénomène. Le danger est toujours là, mais il est désormais maîtrisé par une autorité bienveillante. Le conte cesse d'être un avertissement pour devenir une promesse, celle que quelqu'un interviendra. La morale chrétienne joue un rôle central dans cette évolution. Elle réoriente les récits vers des valeurs de patience, de pardon et de récompense différées. La souffrance n'est plus un fait brut, mais une épreuve. L'obéissance devient une vertu transcendante, la soumission une voie vers la rédemption. Cette lecture transforme profondément des contes qui, à l'origine, décrivaient un monde sans garantie morale. Ce processus d'adoucissement s'accompagne aussi d'une transformation des figures féminines. Leur vulnérabilité est conservée, mais leur souffrance est esthétisée. Le danger devient abstrait, presque décoratif. La prédation se mue en menace vague. La violence conjugale disparaît derrière des métaphores floues, le consentement cesse d'être une question. Le conte perd sa capacité à nommer l'injustice pour se concentrer sur l'émotion. Il est important de noter que cette transformation ne résulte pas d'une falsification volontaire unique, mais d'une accumulation de réécriture, d'adaptation, de sélection. Chaque génération enlève ce qui dérange et conserve ce qui rassure. Le merveilleux est amplifié, la cruauté diluée, la peur rendue acceptable. Peu à peu, le conte change de fonction. Il n'explique plus le monde, il le corrige symboliquement. Ce glissement affecte également la perception des personnages masculins. Les figures prédatrices deviennent des anomalies, des monstres isolés plutôt que des produits d'un système. Le mal est individualisé, ce qui permet de préserver l'illusion d'un ordre social fondamentalement juste. Là où Perrault exposait des mécanismes, les versions adoucies racontent des exceptions. Dans le fil rouge de notre exploration, ce bloc marque un tournant essentiel. Il montre que les contes n'ont pas été mal compris par hasard, mais volontairement réinterprétés pour répondre à de nouveaux besoins sociaux. En protégeant l'enfant, on a aussi neutralisé la portée critique de ces récits. Ce qui dérangeait a été recouvert de douceur. Mais cette douceur a un coût. En effaçant la violence structurelle, on efface aussi la possibilité de la reconnaître. Les contes cessent d'être des outils de lucidité pour devenir des récits de consolation. Ils n'apprennent plus à se méfier, mais à espérer. Cette transformation n'est nécessairement pas négative, mais elle n'est jamais neutre. Ainsi, l'adoucissement progressif des contes révèle moins une évolution des textes qu'une évolution de notre rapport au réel. En changeant la destination des contes, nous avons changé leur sens. Et ce sens transformé continue aujourd'hui à façonner notre manière de raconter, d'éduquer et de protéger. Ce bloc prépare la dernière étape de notre parcours. Après avoir vu comment les contes ont été transformés, il reste à comprendre ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions peut-être retrouver en les éloignant de leur fonction originelle. Héritage moderne. Ce que nous avons perdu en transformant ces contes.
En arrivant au terme de ce parcours à travers les contes de Charles Perrault, une question s'impose naturellement: que reste-t-il de ces récits après des siècles d'adoucissement, de réécriture et de déplacement vers l'enfance? La réponse est à la fois simple et dérangeante. Nous avons conservé les formes, mais largement perdu la fonction. Les personnages sont restés, les intrigues aussi, mais leur rôle symbolique s'est profondément vidé de sa charge initiale. À l'origine, ces contes agissaient comme des cartes du danger. Ils n'expliquaient pas comment être heureux, mais comment éviter le pire. Ils offraient une lecture lucide d'un monde injuste, hiérarchisé, violent, où la survie dépendait moins de la bonté que de la compréhension des règles implicites. En les transformant en récits consolateurs, nous avons remplacé la vigilance par l'espoir et la lucidité par la promesse d'une justice réparatrice. Ce que nous avons perdu avant tout, c'est la capacité de ces histoires à nommer la violence structurelle. Le loup n'est plus un prédateur social, mais un danger abstrait. Le mariage n'est plus un espace potentiellement mortel, mais un aboutissement romantique. La ruse n'est plus une stratégie de survie, mais une fantaisie amusante. En individualisant le mal, nous avons cessé de voir les mécanismes collectifs qu'il révélait. Nous avons également perdu une certaine honnêteté émotionnelle. Les contes de Perrault ne protégeaient pas de la peur, ils l'utilisaient comme un outil de compréhension. La peur n'y était pas une faiblesse, mais un signal. En la gommant, nous avons parfois privé ces récits de leur pouvoir d'alerte. Ils n'apprennent plus à reconnaître le danger, mais à croire qu'il sera toujours neutralisé à temps. La transformation des figures féminines est particulièrement révélatrice. Leur vulnérabilité est devenue esthétique, presque décorative. Leur souffrance n'est plus un symptôme social, mais un obstacle narratif rapidement résolu. En effaçant la dureté de leurs conditions, nous avons aussi effacé la mémoire de ce qu'elles représentaient. Des existences contraintes, exposées, dépendantes de structures qui ne les protégeaient pas. Du côté masculin, la perte est différente, mais tout aussi significative. Les contes originaux montraient la fragilité du pouvoir, son caractère instable et souvent violent. Les versions modernes tentent à figer les rôles, à simplifier les enjeux, le pouvoir devient naturel, légitime, rarement interrogé. La tension disparaît et avec elle la critique implicite. Pourtant, malgré ces transformations, quelque chose résiste. Les contes continuent de nous fasciner. Ils provoquent encore un malaise diffus, une inquiétude difficile à nommer. Cette persistance indique que le noyau symbolique n'est jamais complètement disparu. Il est enfoui, atténué, mais toujours actif. C'est peut-être pour cela que ces histoires supportent tant de réinterprétations. Elles contiennent plus qu'elles ne montrent. Revenir aux contes de Perrault dans leur complexité originelle ne signifie pas renoncer à protéger l'enfance. Cela signifie reconnaître que ces récits parlaient d'un monde réel et qu'ils peuvent encore nous aider à penser le nôtre. Non pas comme des manuels moraux, mais comme des miroirs inconfortables. Ils ne nous disent pas ce que nous devrions être, mais ce que nous risquons d'ignorer. Dans le fil rouge que nous avons suivi, une idée demeure constante. Les contes n'étaient pas faits pour endormir, mais pour éveiller. En les transformant, nous avons gagné du réconfort, mais perdu une part de lucidité. Et peut-être est-ce précisément cette lucidité, aujourd'hui encore, qui nous manque le plus. Merci de vous être laissé guider jusqu'au bout de ce voyage dans l'envers des contes. Si cette exploration vous a permis de voir autrement les récits que vous croyez connaître, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce travail. Vos réactions et vos réflexions font vivre ces histoires au présent. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle immersion.